Camarades, on m'a demandé de faire le discours de clôture de notre congrès et c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je l'entreprends. C'est toujours, pour les fondateurs de ce parti, un moment émouvant que de le voir être capable de marcher de ses propres jambes sans aucun des tuteurs que les commentaires lui attribuent. L'histoire des congrès du parti, c'est évidemment une succession de désignations d'organismes dirigeants, c'est bien normal. C'est la succession des textes que l'on vote pour fixer une orientation, c'est pour ça qu'on fait un congrès. Mais les congrès du parti de gauche, depuis sa fondation, ont une vocation supplémentaire. C'est l'écriture, congrès après congrès, de la carte d'identité politique du projet que nous entreprenons. Le premier congrès était le congrès de la rupture. Rupture avec la social-démocratie, non seulement parce qu'elle est emmêlée jusqu'aux essieux dans la cogestion avec la droite libérale de l'Europe et du monde, mais parce que son logiciel est fondamentalement incapable de répondre aux objectifs de notre époque. D'abord, parce qu'il suppose que l'on va corriger les inégalités plutôt que les éradiquer, l'horizon de l'éradication reculant sans cesse. Mais parce que ce logiciel suppose que ces inégalités seront résorbées par le partage inégal des fruits de la croissance, ce qui est une absurdité du point de vue du paradigme écologique, puisque la réserve du monde n'est pas sans limite et que cette politique supposerait qu'il en ait une. Alors, ou bien elle se trompe, ou bien elle ment, et nous pensons qu'elle ment. Le second a posé la thèse de la révolution citoyenne, qui n'est pas une euphémisation de la révolution socialiste, parce que nous n'oserions pas dire qu'elle est socialiste, mais parce que nous avons discerné un nouvel horizon collectif à l'activité humaine, qui dépend du fait qu'il y a un seul écosystème compatible avec l'existence humaine, et que dès lors, il y a un intérêt général humain, et que le chemin pour le discerner est celui de la République, celui de la mise en commun. Ainsi vérifier l'intuition du communisme, du socialisme et de l'écologie politique. Cet horizon qu'est l'écosocialisme, nous le mettons en partage et nous sommes heureux, même lorsque les hypocrites et les tartuffes font semblant de parler dans notre langue. Oui, nous sommes heureux quand le Parti socialiste dit qu'il est devenu écosocialiste parce qu'à force de se mettre à genoux, il finira par croire. Ce congrès-ci, ah ben, c'est du Blaise Pascal, parce que j'ai vu tout à l'heure que Coquerel s'était lancé à citer Pascal. Bon, bah, allons-y, puisque c'est la journée de Blaise Pascal dans ce congrès. C'est le pari, vous savez. Alors, selon ce que vous pensez du pari de Pascal, vous pensez ce que vaut le pari à propos du Parti socialiste et de son écosocialisme. Pascal finit par penser qu'il faut faire le pari de Dieu. Nous pouvons faire le pari que le PS soit un jour à gauche. Ce congrès-ci est le congrès qui affirme un point stratégique essentiel. La révolution citoyenne a pour vecteur le mouvement citoyen. La base de la révolution citoyenne, ce sont les assemblées citoyennes. Et c'est avec cette idée abstraite qu'il s'agit de manier un chemin à ouvrir, non pas demain, mais maintenant, comme le moyen de réaliser maintenant l'objectif de l'écosocialisme. Ces mouvements citoyens balbutient, se sont cherchés leur chemin dans le monde entier. Et ici, là, des avancées, nous devons apprendre de tout, partout. Et je rappelle aux camarades que la question de la convocation d'une assemblée constituante et de changement de régime républicain n'est pas une option à l'intérieur d'un programme. C'est la stratégie révolutionnaire qui fait de la multitude un acteur politique qui change dans la démocratie, par la démocratie, avec les méthodes de la République, le destin quotidien. Voilà pourquoi je suis si heureux de voir ce congrès avoir conclu sur tous ces points, ce qui lui permet de se présenter devant le peuple français
avec une vision cohérente, globale de ce qu'il y a lieu de faire, non seulement comment le faire, pourquoi le faire, mais par quel chemin passer pour réussir à le faire. Alors, je vous ai dit, il faut apprendre. Mes camarades, j'espère que vous savourez dans toute sa signification la présence des 90 délégations étrangères qui nous font l'honneur de participer à nos travaux. Nous apprenons. Et vous autres, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il arrive à chacun des dirigeants de ce parti, souvenez-vous que vous êtes une partie de la France. Vous êtes la France, et c'est elle qui parle au monde lorsqu'elle tient un discours de révolution citoyenne. Ama vous l'a dit il y a quelques instants, auparavant nos camarades espagnols. Oui, nous portons cette parole immense qui est née de la révolution de 1789. Et c'est de cette manière qu'ils nous regardent. Alors vous, regardez-les de la manière qui convient à ce qu'ils sont. Lorsque vous voyez un Irakien, lorsque vous voyez un Tunisien, cessez de vous dire que c'est un Arabe. Pensez que c'est un être humain. Pensez qu'il partage avec vous les objectifs révolutionnaires de transformation. Nous ne sommes qu'une seule espèce semblable. Vous avez le droit et le devoir de combattre l'obscurantisme religieux qui est une forme du fascisme et rien d'autre. Camarades, ce refus d'ethniciser, de donner un caractère religieux plutôt que social à toutes les confrontations, c'est ce qui explique les grands remuements dont vous êtes les contemporains au Maghreb, au Macrèche et dans le Moyen-Orient. Et naturellement, jusque chez nous, puisque nos peuples sont tellement intriqués les uns aux autres. Non, ce n'est pas une guerre de religion qui se déroule sous vos yeux. C'est une compétition entre puissances territoriales en vue de s'approprier des réserves ici ou là, les uns contre les autres. Si vous ne comprenez pas, vous tous qui m'écoutez, que ce soit dans cette salle ou derrière vos écrans, que le capitalisme génère la guerre, non pas parce que les peuples se haïssent, mais parce que les possédants se disputent entre eux pour posséder, et que la hiérarchie du capitalisme est la cause des guerres, raison pour laquelle tous ceux qui ont eu le front de critiquer ma critique du gouvernement de CDU-CSU allemand, au motif qu'en prononçant le mot allemand, peut-être, je suggérais quelque encouragement à la guerre, insulte tous ceux des nôtres qui ont combattu la guerre, qu'ils soient allemands ou qu'ils soient français, parce qu'ils ne la voulaient pas et que ce sont les puissants qui l'ont voulu et organisé. Rappelez-vous que quand l'esprit de guerre commence, la première victime, c'est la vérité en toutes circonstances. Voyez monter autour de vous le risque de la guerre totale, dont l'origine est aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont coupables de déstabiliser la planète entière en vue de conserver leur hégémonie sur le reste du monde. Ils sont les coupables, nous les nommons, nous les désignons, et nous désignons les alliances qui, en quelque sorte et en cascade, conduisent tel ou tel gouvernement travaillant dans les roues, dans les marques des chars nord-américains pour prendre eux-mêmes la domination des régions du monde où ils peuvent avoir cette domination. Parler de cette manière, c'est parler d'une manière réaliste et c'est montrer quelles sont les tâches du nouveau pacifisme auquel nous devons nous atteler. Oui, un nouveau pacifisme comme une nouvelle refus de la guerre. Or, la guerre généralisée est à nos portes. Faut-il que je cite le pape pour qu'on veuille bien enfin entendre ce qui est une vérité, puisque lui-même en convient également. Oui, le monde est en danger de guerre généralisée. Les États-Unis d'Amérique, par leur provocation en Ukraine, par leur alliance avec les nazis ukrainiens, par les agitations qu'ils provoquent partout, d'une part, mettent l'Europe elle-même aux portes de la guerre. Les États-Unis, parce qu'ils contestent je ne sais quelle bataille pour un îlot dans la mer de Chine, poussent à la confrontation avec la République populaire de Chine et le peuple chinois. Les États-Unis poussent à la guerre partout au Moyen-Orient. Ce sont les réalités auxquelles nous devons nous affronter. Mes camarades, assez de bisounours et de Disneyland.
Il faut regarder en face la réalité dure et cruelle qu'il s'agit de retourner. Si nous ne la regardons pas en face, nous ne sommes pas capables de la retourner. Nous vivrons dans un monde de rêve où l'on suppose que chacun est animé de bonnes intentions et prêt à se sauter au cou les uns auprès des autres. Et si c'est le contraire, ça ne peut être que par un malentendu. Mes amis, dès lors que les choses sont de ce bois-là, si nous avions, nous, à gouverner ce pays, nous mettrions les raisons, tracerions les lignes rouges qu'il faut tracer aux États-Unis d'Amérique. Pas seulement dans notre projet politique qui consiste à sortir de l'OTAN, où nous n'avons strictement rien à faire, car nous n'avons pas vocation à être dans les fourgons de l'impérialisme. Mais nous dirions ici et maintenant, tout de suite, que le pays qui a pu accueillir Bébé Doc, le tyran haïtien Duvalier, le pays qui a pu accueillir l'obscurantiste le plus noir qu'est l'ayatollah Khomeini, a le devoir d'honneur d'accueillir Edward Snowden et Julian Assange. Les services rendus à la patrie républicaine des Français par messieurs Julian Assange et Edward Snowden devrait leur valoir d'être naturalisés français, comme l'a été Lassana Bathily, héros de l'épicerie cachère dont vous vous souvenez. Si nous avions à gouverner ce pays, nous ne craindrions pas de molester les États-Unis d'Amérique en procédant à un tel accueil. Si nous gouvernions ce pays, eh bien nous assumerions la fierté d'une démocratie qui ne peut pas accepter qu'une ambassadrice décide, en dépit du fait qu'elle est courtoisement invitée à se présenter devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, qu'elle y est courtoisement invitée, qu'elle décide qu'elle n'ira pas. Madame, vous n'êtes pas persona grata en France. Rentrez chez vous, envoyez-nous quelqu'un plus respectueux de notre démocratie. Si nous n'avions pas peur et si nous tenions notre rang, comme nous le tiendrions si j'avais à en connaître, eh bien, j'ordonnerai le démantèlement immédiat de la station d'écoute qui est à quelques mètres de l'Élysée, installée dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Si nous n'étions pas devenus les petits huissiers de la collecte de la dette universelle, alors je dirais à ma mamie et à nos frères et sœurs tunisiens, oui, la dette française en Tunisie est mise sous moratoire. Elle est reportée jusqu'au jour où vous serez en état de pouvoir avoir avec nous une discussion loyale et égale. C'est-à-dire non pas comme aujourd'hui, le pied sous la gorge, sous la double menace des fascistes islamistes et des puissances européennes qui vous agressent. Hama, ta proposition est la bienvenue. Que le camarade de Podemos qui se trouve ici, celui de Syriza qui t'a entendu, médite comme nous-mêmes nous allons le faire. Sans doute te répondrons-nous favorablement. C'est notre prochaine direction qui prendra cette décision. Oui, il est temps que les mouvements de la révolution citoyenne du petit bassin de la Méditerranée se rencontrent et se concertent pour qu'enfin, à notre tour, nous soyons internationalisés et capables d'une action cohérente entre nous. Car, comme l'a dit Hama, chaque victoire de l'un est une victoire de l'autre. Je ne peux oublier que lorsque Alexis Tsipras va nous voir après notre campagne présidentielle, où nous avions fait 11, Alexis faisait 4,5 et à l'élection suivante, il en fit 18 et qu'il est certain que notre propre élan donna un signal qui permit aussi aux Grecs de se dire que si dans les grandes puissances de l'Europe, grandes puissances économiques, un mouvement tel que le nôtre pouvait exister, alors ils le pouvaient chez eux. Et je veux dire à Hama que pour nous, c'est un renfort considérable de pouvoir dire qu'Hama a fait 10% dans les conditions incroyables de la première élection libre en Tunisie. Camarades, la géopolitique a toujours commandé la politique. Et la géopolitique est faite des rapports de force entre les puissances, pas entre les peuples, entre les puissances et les dominants.
C'est la raison pour laquelle notre internationalisme fait de la question grecque une question intérieure à la situation politique en France, et vous n'avez aucune raison d'en douter. Suivant le résultat de dimanche soir, bien sûr, tous nos ennemis seront écumants de rage, soit parce qu'ils pensent avoir gagné et qu'ils voudront en faire payer le prix le plus cruel au peuple grec et à nous, soit parce qu'ils auront perdu, et vous savez qu'ils n'ont pas la défaite loyale et agréable, vous vous souvenez de 2005. Je dis, à la suite du congrès de Bordeaux, où François Delapierre avait dénoncé l'Eurogroupe et traité à juste titre de salopards ceux qui avaient accepté d'humilier Chypre, une assemblée où pas un seul député, pas un seul de droite, de gauche, du milieu, de sociolibéraux, pas un seul n'avait accepté de voter le mémorandum. Et c'est alors que l'Eurogroupe avait expérimenté sa technique de guerre qu'il a ensuite appliquée à la Grèce, qui a consisté à couper les liquidités à Chypre, qui a dû capituler en moins d'une semaine. Et c'est fort de cette expérience que nous vous mettions en garde et que nous renforcions la réflexion que nous avons sur la façon d'affronter ce qui est une puissance agressive et antipopulaire, l'Union européenne. Cette Union européenne est capable dorénavant de poser des actes de guerre contre les peuples qui résistent aux traités budgétaires, qui ne sont rien d'autre que l'organisation de l'ordolibéralisme, c'est-à-dire la tonte gratuite, tranquille des peuples sans qu'ils puissent s'exprimer. Au point que M. Juncker a pu dire cette horreur, à savoir qu'il n'y a pas de vote démocratique contre les traités européens. J'affirme que la crise en Grèce a été provoquée de façon délibérée, volontairement. Et lorsque je le dis, je ne fais que reprendre ce qu'a dit le prix Nobel Paul Krugman, prix Nobel d'économie. La Troïka, dit-il, a choisi de faire une offre à Tsipras qu'il ne peut pas accepter. Elle l'a fait en connaissance de cause. L'ultimatum est fait pour remplacer le gouvernement grec, ce qui devrait être perturbant pour tous ceux qui croient aux idéaux européens. En effet, c'est pour la raison d'1,5 milliard que la Grèce ne peut verser au FMI qu'est déclenché le tumulte actuel. Réfléchissez bien, 1,5 milliard d'euros ne sont pas disponibles en Grèce et l'Europe ne veut pas les donner, elle qui a consenti, sans discuter, 42 milliards d'euros à l'Ukraine et lui a versé récemment 3,4 milliards cash sur la table, quasiment sans condition, sinon celle d'agresser la Russie. Mes chers camarades, 1,5 milliard, c'est moins que ce que la Grèce a en dépôt à la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, comme vous le savez, a racheté sur ce qui s'appelle le second marché, puisqu'elle ne veut pas donner d'argent directement aux États. Elle a donc racheté aux banques du papier pourri contre de l'argent réel. Et ces papiers, que sont les titres de la dette grecque, sont dans ces coffres. Et les coffres de la Banque centrale européenne, qui ne peut pas prêter à la Grèce, peut cependant encaisser les dividendes de l'effort des Grecs, et il y en a pour 1,9 milliard. Autrement dit, il suffisait d'un jeu d'écriture qui aurait néanmoins laissé 400 millions d'euros dans les caisses grecques pour que la crise n'ait pas lieu. L'argent y était, il était au bon endroit, chez des gens qui se connaissent, qui connaissent leurs adresses, qui connaissent leurs numéros de téléphone et qui savent se passer les chèques d'habitude. Dans ces conditions, c'est de propos délibérés que cette crise a été enclenchée par l'Eurogroupe et à l'intérieur de l'Eurogroupe par le gouvernement de la CDU-CSU allemand de Mme Merkel avec la complicité, on ne sait dire si elle est ingénue, naïve ou seulement stupide, du président de notre propre République, qui a cru, comme d'habitude, que tout finirait par s'arranger et qu'il lui suffirait d'une synthèse à l'ultime moment, comme dans les congrès du Parti socialiste, pour faire s'entendre des gens qui, de toute façon, sont destinés à s'entendre, puisqu'ils ont beaucoup à se partager. Voilà. Cette crise, nous l'avons vu se mettre en place par la violence, l'expulsion de Yanis Varoufakis de la réunion de l'Eurogroupe ne correspond à aucune des dispositions habituelles du fonctionnement de l'Europe. L'habitude prise par tous
ceux qui sont sombrés dans l'ivresse du oui, je vais vous en dire un mot dans un instant, de commencer à partager, comme je l'ai vu sur maintes unes de journaux, il y a les Grecs défient les Européens. Car voici qu'à la faveur d'une phrase, les Grecs sont expulsés de l'Europe. Et qu'en quelque sorte, les Européens, ce sont seulement les commis de la Banque centrale européenne et du gouvernement de Mme Merkel. On nous avait promis de faire l'Europe sans défaire la France. Les deux sont en cours de liquidation. L'Europe de la paix que nous imaginions est dorénavant totalement et intégralement embarquée dans les fourgons de l'OTAN, prête à entrer en guerre ici ou là, et reçoit des acclamations plus que suspectes venues de ses propres rangs lorsque l'on entend, par exemple, le Premier ministre de la Lettonie dire que l'OTAN doit garantir la sécurité contre les Russes, dont je préfère vous dire qu'ils n'ont strictement rien à faire de la Lettonie, au point que ce Premier ministre réclame la présence des troupes allemandes sur son territoire, oubliant sans doute comment elles en sont parties la dernière fois. Ceci n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable que Mme Lagarde ose dire qu'elle aimerait avoir dans la salle où se négocie la dette grecque des adultes, comme si ce seraient des enfants que le peuple grec. Qui est cette Madame Lagarde, je vous prie? La digne héritière de M. Candessus, un autre Français, aujourd'hui conseiller social du pape, qui fut à l'époque le président du FMI et, avec les mêmes méthodes, provoqua l'effondrement de la Russie, la crise de la tequila au Mexique et l'effondrement de l'Argentine. Fort de ces situations desquelles ils n'ont tiré aucune leçon, les voici qui recommencent en Grèce. Cette Madame Lagarde, qui est la responsable du tribunal d'arbitrage, qui a fait la faveur dont vous avez tous le souvenir à M. Tapi, devait se trouver à l'époque parmi des adultes de son choix, je suppose. En attendant, ça lui vaut bientôt d'en rencontrer d'autres qui ne sont pas de son choix, ceux du tribunal, puisqu'elle est inculpée pour cette raison. De la même raison, cette femme qui a donné 1,7 milliard d'euros, c'est-à-dire un peu plus que ce que la Grèce doit aujourd'hui au FMI, sans discuter, sans regarder, à la faveur d'une prétendue escroquerie de Jérôme Kerviel, dont il est maintenant démontré que les escrocs n'étaient pas du côté qu'on croit, eh bien, cette femme qui a donné sans discuter 1,7 milliard, maintenant vient chipoter pour 1,5 milliard, qui existe dans des caisses, tandis que le vol, lui, n'existait pas. Voilà pourquoi vous pouvez accabler de votre mépris ces gens. Mais voyez-les procéder. Regardez ce Sarkozy, l'homme qui vous a trahi, non pas seulement vous, mais le peuple français qui avait voté non, et qui s'est faufilé jusque dans les jupes de Mme Merkel pour lui dire « Ne vous inquiétez pas, ce sont des ballots. On va tout découper, tout jeter en l'air. » C'est ce qu'ils ont fait avec le texte de la Constitution de 2005. Et comme ça retombe sur le sol, on le colle, et ça s'appelle traité de Lisbonne. Eh bien, cet homme, capable de tromper son propre peuple, ses concitoyens, et celui qui ose dire à propos de Tsipras, qui lui respecte le mandat que le peuple grec lui a donné, il dit quel cynisme, quelle démagogie, quelle irresponsabilité. Par l'irresponsabilité de son Premier ministre, la Grèce s'est suspendue elle-même de la zone euro. Non, c'est vous qui êtes suspendu et personne n'ira vous décrocher, Monsieur Sarkozy. Pouvons-nous accepter que Martin Schulz, président du Parlement européen et membre du Parti socialiste allemand, ose dire « Alexis Tsipras est imprévisible et manipule les gens ». En Grèce, cela a presque un caractère démagogique. Comment peut-on accepter que l'ivresse du oui, qui s'est emparée des nostalgiques de ceux qui ont dû subir le non et qui n'en décolèrent pas depuis, se soit emparée dans tous les médias avec, comme vous le savez, chaque matin lorsque vous ouvrez la radio, le duo infernal Guetta et l'autre? Oui, enfin celui que vous voulez, qui sont là à vous réciter le catéchisme. Oui, 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 oui. Les revoilà. Les revoilà tous en rang serré. Ils obéissent à M. Juncker, qui devait être dans un état peut-être pas si normal que ça, lorsqu'il a dit « J'appelle à voter oui, quelle que soit la question ». Est-ce une raison éclairée
Est-ce le devoir et le travail de journaliste que d'écrire, comme l'a fait M. Quatremer, dans le journal? Il a dit « Le référendum est le début de la République populaire de Grèce ». Mais si seulement! Les voici, tous ces donneurs de leçons, ces amis de la démocratie en Chine, en Russie et partout sauf chez eux, qui viennent maintenant dire qu'un référendum, ça ne sert à rien, et même c'est antidémocratique de voter. Et c'est ainsi qu'on entend M. Sigmar Gabriel, qui a, vous le savez, cet air réjoui de fête de la bière qu'on lui connaît, qui est le ministre de l'économie et des finances, vice-chancelier de Mme Merkel, et par ailleurs dirigeant du Parti socialiste allemand, qui participe à une coalition avec la droite, comme c'est le cas dans 10 pays. Ah, les observateurs attentifs me disent seulement dans 10. Il y a quelque temps, tu nous parlais de 18. Mais mes amis, c'est qu'ils se sont retirés de 8. Pas parce qu'ils sont devenus plus vertueux, parce que les électeurs les ont fichus dehors. Monsieur Sigmar Gabriel, le mieux, dit-il, oubliant que son parti s'appelle social-démocrate, et que s'il s'appelait démocrate, c'est parce qu'à l'époque, quand il est né, il voulait la démocratie contre Bismarck. Le mieux serait que Tsipras annule le référendum. Nous pourrions alors reprendre les discussions très vite. Mais vous allez les reprendre très vite, en toute hypothèse. Parce que si lundi, vous mettez en faillite la Grèce, beaux esprits, grands stratèges, Pascal aura voté non, vous devrez vous asseoir sur 60 milliards de dettes que doit le gouvernement allemand au mécanisme européen de stabilité financière, et le gouvernement français sur 40 milliards. Alors, voilà les grands stratèges qui provoquent une catastrophe, qui vont être mis au pied du mur. Je vous garantis qu'ils vont reprendre la discussion très vite, parce qu'ils pourraient provoquer un cataclysme financier mondial, et pas seulement grec, et même pas seulement dans la zone euro. J'ai lu depuis qu'on dit « Ah bien, vous voyez, nous vivons sous la menace grecque et il ne se passe rien sur les marchés. Et l'euro ne baisse pas, tout va bien. Eh bien, alors si tout va bien, tous les autres pays sont informés de la méthode. Annulez la Grèce, annulez les dettes, annulez par référendum tout ce que vous devez aux autres, ça n'a pas de conséquences. » Alors, M. Sigmar Gabriel et ses camarades du Parti socialiste français, j'en suis sûr, avec qui il tient des congrès en commun. Voyez-vous ce qu'il reproche aux Grecs? Ce n'est pas seulement qu'ils ne veuillent pas payer leurs dettes, qu'après s'être coupé la gorge, ils refusent de se couper les mains et les pieds. Non. Il dit « Le gouvernement grec veut en fait, politiquement et idéologiquement, une autre zone euro que celle qui existe. » Il a tout compris. Et vous aussi, vous avez tout compris. Oui, nous voulons une autre zone euro. Nous voulons une monnaie qui soit au service des êtres humains et pas les êtres humains au service d'une monnaie. Et si vous ne voulez pas, nous nous passerons de votre monnaie. Mais, mes camarades, je me suis efforcé de vous présenter de manière plaisante ce qui, en vérité, ne l'est nullement. C'est un coup d'État qui est en œuvre. Un coup d'État contre le gouvernement démocratique du peuple grec. Je vous demande de l'entendre dans toute sa gravité lorsqu'un journaliste qui a l'habitude de documenter et d'argumenter ce qu'il dit, pour qui j'ai du respect, nonobstant le fait que je ne sois jamais d'accord avec lui, et vice-versa, comme le signalent ces articles. Monsieur Arnaud Le Parmentier, dans un moment que je veux croire être un moment d'égarement, a cependant la lucidité de dire clairement ce que d'autres ont dit moins clairement. Il écrit « La Grèce doit trouver un accord avec les Européens. » Les Européens, c'est les huissiers du fric. « Signé par Alexis Tsipras ou un autre, peu importe. » Comment peu importe? Si, ça nous importe beaucoup à nous. C'est M. Tsipras qui a été élu, ce n'est pas un autre. Et comme il comprend la difficulté que soulève une telle phrase, il lui ajoute le commentaire que voici. « Il existe, dit-il, écrit-il, publie-t-il, des précédents peu reluisants. » C'est lui qui le dit. C'était en novembre 2011 au G20 de Cannes, au plus fort de la crise de l'euro.
Le Premier ministre grec, Georges Papandréou, et l'Italien Silvio Berlusconi avaient comparu au tribunal de l'euro devant Sarkozy, Merkel et Obama. Bien sûr, ils ne furent pas renversés par un putsch comme de malheureux démocrates sud-américains victimes de la CIA, mais de retour dans leur pays, ils ont, comme par miracle, perdu leur majorité. Papandréou fut remplacé par le banquier central Papademos et Berlusconi par l'ex-commissaire européen Mario Monti. Il conclut en disant « Imaginons donc un scénario de crise, constitution d'un gouvernement d'union nationale avec ou sans Tsipras. Retour des négociateurs à Bruxelles, Canossa. Odieusement antidémocratique, s'interroge-t-il, les Grecs jouent au poker, pourquoi pas nous? Si vous croyez que c'est un propos de journaliste, vous vous trompez. C'est ce qu'ont dans l'esprit les puissants sur le continent. Et la preuve et l'aveu nous en est fait par Martin Schulz, le président du Parlement européen, lorsqu'il déclare qu'il espère la victoire du oui, la fin de l'ère Syriza et un gouvernement de technocrates pour que nous puissions continuer à négocier, c'est-à-dire à opprimer et à dépouiller la Grèce. Je vous demande de bien comprendre ces faits. Quand ils disent qu'ils sont venus à l'aide de la Grèce, ils lui proposent 15 milliards d'euros. Pas un euro n'est destiné à l'investissement de quelque nature que ce soit en Grèce. La totalité de cette somme est destinée à rembourser les banques et à les rembourser à terme fixé, ainsi que le FMI, le mécanisme européen de stabilité financière et la Banque centrale européenne, puisque 80% de la dette grecque est détenue par des mains d'organismes publics que je viens de mentionner. 80% de la dette grecque est aujourd'hui dans les mains des organismes publics. Un simple jeu d'écriture en annulerait l'existence de A jusqu'à Z. Et c'est ce qui vous prouve que c'est bien un exemple politique qu'ils veulent donner. Et un exemple de refus de la démocratie. Car les conditions pour ces 15 milliards, c'est que tous les mois, la Grèce devrait venir présenter sa feuille de route et montrer qu'elle a bien payé la somme qui était prévue. On lui inflige un excédent primaire budgétaire, c'est-à-dire une fois le budget accompli, avant de payer la dette, qu'il soit en excédent, ce que quasiment aucun pays d'Europe n'est capable de faire. Et c'est ce qu'on demande au pays le plus dépouillé, le plus malheureux, le plus martyrisé de toute l'Europe. Voilà quelle est la réalité. Alors, compte tenu du rôle que joue le gouvernement allemand de Mme Merkel et de M. Schäuble, je voudrais une nouvelle fois vous dire, mes camarades, que vous devez comprendre qu'en Europe se joue une bataille, qui est la bataille pour que l'ordolibéralisme s'impose partout, que pour que l'ordolibéralisme s'impose, il faut que les droits démocratiques des peuples reculent, puisque l'ordolibéralisme suppose que les lois économiques ne sont pas soumises à la délibération des citoyens. Voilà pourquoi, entre autres, vous comprendrez que la citoyenneté et la révolution citoyenne est par nature anticapitaliste, puisqu'elle revient à créer de la norme là où les capitalistes veulent qu'il n'en existe plus et que le capital fasse la loi à lui tout seul. Mais vous devez comprendre que la lutte porte un nom et a une adresse. Ce n'est pas parce que la France est diminuée aujourd'hui qu'elle n'a pas de responsabilité dans la situation d'oppression qui prévaut contre les Grecs. Bien sûr que les dirigeants néolibéraux, qu'ils soient socialistes ou UMP, peu importe, bien sûr qu'ils y sont intéressés, qu'ils veulent aussi que l'ordolibéralisme s'applique pour qu'en France on puisse dire qu'il faut travailler le dimanche, que c'est une loi de la nature, qu'il faut que toutes les dettes soient payées, que pour cela les travailleurs doivent consentir des sacrifices sans cesse plus élevés de manière à ne pas décourager la croissance, comme a dit la Banque centrale européenne aux Grecs quand ils se sont proposés d'élever le niveau des impôts sur les très grandes sociétés et sur les grandes fortunes. C'est la Commission européenne qui a refusé cette augmentation au motif que cela désespérerait la croissance. Eh bien, si c'est vrai tout cela, si c'est vrai qu'ils sont complices, qu'on ne peut pas croire que Sarkozy ait consenti au traité de Lisbonne, qu'on ne peut pas croire que François Hollande ait renoncé à la renégociation du traité budgétaire qu'il avait annoncé, sans qu'ils y aient un consentement profond, intellectuel, il n'empêche que le bal est mené par le gouvernement CDU-CSU, et que ce gouvernement, par sa psychorigidité, par sa férocité, affirmée par M. Schäuble de la manière la plus offensante qui soit, contre les Grecs, contre les Français, contre toute l'Europe du Sud que cet homme méprise,
Je lui réponds avec les mots d'un autre Allemand. Ainsi, on ne pourra pas m'accuser de germanophobie, car à moins de supposer qu'un Allemand soit aussi en proie à la germanophobie, mais celui-ci a été ministre dans son propre pays des Affaires étrangères. Et pour rassurer Madame Cécile Duflot, qui, paraît-il, est écologiste, eh bien, je lui dirai qu'il s'agit de Joschka Fischer, qui lui aussi est écologiste. Et voici ce qu'il a dit. Par 2 fois au XXe siècle, pour asservir le continent, l'Allemagne s'est détruite elle-même et a détruit l'ordre européen en provoquant guerres et génocides. Il serait tragique et en même temps ironique qu'en ce début du XXIe siècle, l'Allemagne réunifiée, cette fois pacifiquement et avec les meilleures intentions du monde, détruise une 3e fois l'ordre européen. Voici ce que nous ferions. La France ne peut accepter que les dettes souveraines soient le seul horizon proposé à toutes les générations qui composent les peuples d'Europe et les nations. On ne peut l'accepter de dire à nos jeunes gens, à ceux qui commencent dans la vie, vous n'aurez jamais d'emploi, vous ne pourrez jamais occuper les emplois qualifiés pour lesquels vos familles ont consenti tant d'efforts et vous avez fait tant d'efforts dans vos études. Les dettes souveraines sont impayables, mes camarades. On ne peut pas les payer. Elles ne seront jamais payées. La question qui est posée, c'est de savoir si nous allons régler d'une manière civilisée l'effacement des dettes souveraines ou bien ce sera par la guerre et les violences dans les nations. Et ce qui a commencé sous la poigne de fer de M. Schäuble, c'est une conflagration générale qui fait que dans toute l'Europe de l'Est, toute l'Europe du Nord, ce sont les fascistes qui l'emportent, qui marquent des points, qui progressent, qui font des 15, des 20%, qui sont aux portes des gouvernements et parfois dans les gouvernements. Et nous avons observé que dans ces situations, certains n'ont pas résisté ni même tenté de le faire. Nous savons qu'il y a un land autrichien qui est gouverné conjointement par les fascistes et par le Parti social-démocrate autrichien. De la même manière qu'ils avaient gouverné en Grèce avec des fascistes. Et qu'ils ils osent aujourd'hui nous parler de menaces de la démocratie, alors qu'eux ont gouverné avec ces gens-là. Et peut-on oublier, puisque nous sommes en présence d'Amami, que le premier gouvernement tunisien qui composait les fascistes islamistes en son sein était soutenu par le Parti socialiste français. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les dettes sont impayables. Et si nous laissons la situation aller, c'est la peste brune qui va l'emporter en Europe. Car à présent, nous sommes le dos au mur. Il y a Syriza, il y a Podemos, nous sommes quelques pays, peut-être demain Sinn Féin va l'emporter en Irlande. Et alors, camarades, vous aurez l'occasion de méditer sur le rapport qu'il y a entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, car Sinn Féin est un parti nationaliste, je vous le rappelle, mais anti-austérité. Camarades, voilà la portion congrue à laquelle nous sommes réduits aujourd'hui. Et ceux qui viennent ironiquement nous dire « alors, vous n'y arrivez pas », oubliant toute cette histoire, l'opiniâtreté de Syriza, de Podemos, leur opiniâtreté à défendre les mouvements citoyens et la parole donnée au peuple. Ceux-là ne se rendent pas compte, je veux le croire, qu'une fois de plus, ils font le jeu de nos pires ennemis. Que leurs sourires insolents, leur morgue, leur habitude de nous traîner dans la boue n'est rien d'autre qu'un travail de supplétif pour les pires de ceux qui menacent nos démocraties. Si nous avions à diriger, alors je n'aurais pas accepté que la délégation française à l'ONU, comme François Hollande l'a accepté, vote contre la mise en place d'un comité de l'ONU chargé de définir des règles universelles pour traiter des dettes souveraines illégitimes. Heureusement que nos camarades argentins, sur la proposition de Cristina Kirchner, entourée bientôt par tous les pays de l'Amérique latine combattante et citoyenne, a obtenu que ce comité soit créé. Parce qu'eux savent que derrière un salaud, il y en a toujours un plus salaud, que derrière ceux qui exigeaient que l'Argentine paye, il y avait encore pire. Après l'accord qui a été fait, il y avait les fonds vautours. Vous savez ce qu'est un fonds vautour? Il achète des titres de dette au prix du marché, c'est-à-dire quelques centimes parce que plus personne n'y croit, et ensuite ils reviennent appuyés par les tribunaux nord-américains, les tribunaux d'arbitrage, pour exiger la valeur faciale. Autrement dit, ils achètent 1 centime un papier et ils viennent en exiger 100 $. Eh bien, les fonds vautours sont actuellement en train de racheter de la dette grecque. Et cela se prépare à agir contre le gouvernement grec, comme ils ont agi contre le gouvernement argentin, menaçant continuellement
toute parole donnée, toute élection d'être anéantie par la mise en œuvre de leurs exigences. La France doit participer activement au travail de ce comité de la dette souveraine. La France doit proposer en Europe, avant qu'il soit trop tard, une conférence européenne sur la dette souveraine. Non, la solution, ça ne peut pas être seulement la règle d'or, la réduction des déficits publics et les autres balivernes qui sont en train de ruiner tout le continent et de provoquer l'explosion du fascisme. Nous avons besoin d'une conférence européenne de la dette souveraine pour régler, par les voies de la technique, ce qui est extrêmement simple, la masse des dettes qui, si elles viennent à éclater l'une après l'autre en banqueroute, mettront en banqueroute tous les organismes européens, car pas un seul n'est de taille à encaisser l'effondrement de la dette grecque, puis l'effondrement de la dette espagnole, puis l'effondrement de la dette portugaise, puis l'effondrement de la dette italienne, puis l'effondrement de la dette irlandaise, et enfin celui de la France, auquel je veillerai personnellement si l'occasion m'en est donnée. La France, que ce soit oui ou que ce soit non en Grèce, la France doit empêcher l'expulsion de la Grèce de l'Union européenne et de la zone euro, c'est-à-dire doit reformuler les conditions de survie à l'intérieur de ces deux entités qui permettent à la Grèce de vivre. Et sinon, alors il faut commencer à poser la question de savoir ce qu'on fait là. Camarades, dans mon expression publique dorénavant, non seulement je m'en vais tenir le plus grand compte, comme vous l'imaginez, du texte que vous avez adopté, mais je préfère vous le dire, je tiendrai aussi le plus grand compte du texte que vous n'avez pas adopté. Parce qu'entre nous, c'était seulement des nuances de l'endroit où placer le curseur. Mais à la fin, nous sommes tous d'accord sur un point. La souveraineté nationale, c'est la souveraineté populaire. La République fonde la nation. Rien n'est au-dessus des droits du peuple. Enfin, j'estime que les parlementaires français seraient bien inspirés d'imiter ceux de Grèce et d'organiser à leur tour une commission d'enquête parlementaire pour vérifier si la dette de la France a bien été consentie dans des conditions conformes à la loi et à la Constitution. Car la découverte qu'ont fait nos camarades grecs quand ils ont fouillé, c'est qu'une bonne partie de la dette grecque a été consentie dans des conditions anticonstitutionnelles en Grèce, contraire aux traités européens, autrement dit, qu'elle a été faite à la faveur de divers graissages de pattes, de corruption, de faiblesse, corrompus, voyous, voleurs qui aujourd'hui font des leçons aux autres, évidemment après avoir mis soigneusement leur argent à l'abri de leur devoir de coopération vis-à-vis de leur propre peuple. Bien, alors comment peut-on renverser tout ça? Est-ce que ce sont les prochaines élections régionales? Pourquoi pas? Bien sûr. Chaque étape du chemin, chaque rencontre avec le suffrage universel doit être une occasion de bâtir. De bâtir quoi, je vous prie? Pas un groupe d'élus plus important. Ça a son mérite. Mais ce n'est pas le sujet. C'est de créer un rapport de force conscient, une masse de citoyens qui comprennent de plus en plus clairement de quel côté est l'issue et qui, du fait de la progression de leur conscience, deviennent de vrais acteurs de l'histoire. Et non des ahuris que l'on trimballe d'une élection à l'autre, sous la menace du fouet et du chantage, comme nous avons ce matin entendu Isabelle nous décrire si bien ce qu'a été la manière de lui expliquer pourquoi nous devons en aucun cas être candidate avec nous, parce que sinon le diable va gagner, ce sera Madame Le Pen. Le garrot du chantage va se resserrer de plus en plus fort d'ici à 2017. Ce sera leur unique argument de campagne. Votre trouille. Je leur dis d'avance que nous n'avons pas peur. Comme nous n'avons pas eu peur d'eux, nous n'avons peur de personne, jamais, nulle part. Alors, il faudrait que, comme les autres, je prenne un air distrait et peut-être même effarouché. Lorsqu'on me parle de 2017, je devrais, la mine grave, dire « j'attends que mes amis m'en supplient ». Ou bien que l'inspiration me vienne. Ou bien d'autres, un peu plus raisonnablement, disent « d'abord le projet, d'abord le projet ». Oui, oui, très bien, ceux qui n'en ont pas n'ont qu'à en avoir un, moi j'en ai un. Depuis 2012, ça s'appelle l'humain d'abord. Il est toujours valable. Il n'y a pas de problème de projet. Bien sûr, si on voulait faire quelque chose de sérieux,
qui ne soit pas de la gesticulation. Ben, on prendrait l'humain d'abord et on verrait comment on peut le compléter, l'amender, retirer ici, rajouter là, parce qu'entre-temps, on a appris beaucoup de choses. Et beaucoup de gens ont évolué. Et j'observe que dans la voie de la prise de conscience écologiste, de grands progrès ont été faits, y compris dans nos rangs, au front de gauche. Alors, il faut capitaliser tout ça. Discutons du projet l'humain d'abord, donnons-lui sa perspective éco-socialiste. Et vous verrez, ce n'est pas si difficile à faire. À mon avis, c'est moins difficile qu'un congrès du PG. Donc, ça devrait aller plus vite. Non, ce n'est pas le problème du PG, ni du projet, ni celui de mes états d'âme qui n'ont aucun... En plus, maintenant, je me méfie. L'année dernière, j'ai fait cette folle déclaration, vous vous en souvenez, au mois de juin, où j'avais quelques raisons d'être inquiet pour d'autres raisons. Et puis après tout, comme je suis un être humain, ça peut aussi m'arriver certains jours de ne pas être aussi en forme que la veille. Mais j'ai dit, avant de partir en vacances, que j'avais besoin de bailler aux corneilles et de dormir. 3 jours après, c'est-à-dire quasiment jour pour jour, à la date que nous sommes, j'étais mis à la retraite par le journal Libération et quelques autres. Par conséquent, je me garderai désormais de faire état de la moindre palpitation. Je dis seulement ceci, et je vous demande de l'entendre, mes camarades, peut-être pour relâcher la pression qui s'exerce sur moi. 2017 est l'occasion de renverser la table, et il ne faut pas tourner autour du pot sur le sujet. C'est le moment où le peuple français peut venir en appui au peuple espagnol, au peuple tunisien, au peuple grec, parce que la Constitution est ainsi faite qu'en un seul vote, on s'empare de tous les pouvoirs. 2017 n'est pas un concours de sensibilité, de disponibilité. C'est l'occasion majeure d'un combat frontal. Et comme nous sommes toujours et sans cesse harcelés, que nous avons contre nous, travaillant activement chaque jour à la démoralisation, la désorganisation, le doute, le mépris les uns pour les autres. Ah, si nous ne disons rien, c'est que vous êtes une armée sous les ordres d'un gourou. Discutez-vous, c'est que vous vous divisez et qu'il y a un coup de chaud, que ça saigne. Bref, nous ne pouvons rien faire, et c'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent. Que nous ne fassions rien, que nous nous taisions, que nous disparaissions. Ah, si seulement je voulais bien être poli, aimable, et en plus répéter leur mantra. Ah, enfin, je serais revenu dans le monde où il fait bon figurer. Je ne veux pas. Comme vous me voyez, je suis et je ne changerai pas. Je leur tiens tête parce que je suis un des élus du parti de gauche. Et que le parti de gauche ne fait pas de compromis pourris avec le système. Alors, on nous dit, mais les élections intermédiaires, oui, oui, de quoi parlez-vous? Des élections municipales? Mais les municipalités, vous leur avez enlevé tous les pouvoirs pour les mettre dans des agglos que personne n'élit. Vous parlez de quoi? Des élections au Conseil général? Vous venez d'en organiser en disant aux gens que ceux qui seront élus devront s'en aller très bientôt parce qu'il n'y aura plus de département. Et vous voulez qu'on passe derrière pour dire aux gens, c'est ça qui est important. Les régionales, oui, bien sûr, comme un rapport de force politique. Mais pourquoi faire, je vous prie? Quelles sont ces 13 régions que des bureaucrates ont découpées, tantôt sur les rêves d'anciens régimes, en reprenant les anciennes provinces, tantôt sur des délires postaux, ça correspond en gros à des raisons du téléphone ou des timbres, ou l'un ou l'autre, mais pour finir, 22 régions, 23 qui commençaient à être un peu connues. Il y avait eu tellement d'argent de dépensé pour faire des beaux logos et le reste. Eh bien, ils les ont annulés, ils en ont créé 13. Mais ces 13 ont une particularité, mes chers camarades. Elles ne correspondent à aucune structure de l'État, ni des administrations décentralisées. Autrement dit, ce sont 13 lieux d'impuissance dont la vocation principale sera de tenir des agences de communication. Et c'est ceux-là qui viennent nous parler de décentralisation, de pouvoirs locaux et de corps intermédiaires. C'est eux qui les ont tous détruits. Les deux intermédiaires de la République française qui étaient les départements, les municipalités, communes qui remontent jusqu'au Moyen-Âge, départements qui remontent à la Grande Révolution de 1789 et des régions, pourquoi pas? Aussitôt, ils ont dit, pour faire comme des Länder. Un Länder est le rêve du bureaucrate. Parce que dans un Länder, personne ne sait ce qu'il fait au juste, personne ne le contrôle, on ne sait pas où il est. Et puis, ça fait tellement allemand et donc moderne.
Il faut qu'ils soient aussi importants que des Länder, disent-ils, ces gens qui n'ont examiné aucune carte, ne connaissent aucune réalité et ne savent pas que les 22 régions françaises sont plus grandes que les Länder allemands. Enfin, ils feront bien Länder s'ils veulent. Mais bref, vous avez compris qu'il ne faut pas biaiser avec 2017. C'est l'élection fondamentale. Dans notre pays, les fascistes peuvent espérer obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu dans d'autres pays. Des combinaisons peuvent se produire entre la droite et ces fascistes-là, les uns s'exagérant, les autres faisant semblant de se modérer. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'on aura vu ça dans l'histoire. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous aura proposé des compromis pourris pour y échapper. J'ai vu naguère qu'on m'a reproché de ne pas avoir tiré les leçons des années 30. Je ne vais pas vous saouler. Mais enfin, on me dit que ce serait de la faute des communistes parce qu'ils montraient du doigt les socialistes, que pour finir, Hitler l'aurait emporté. Oh, certes, les communistes ont bien des responsabilités dans cette catastrophe, mais il ne faudrait pas croire que les socialistes n'en avaient aucune, c'est même tout le contraire, car ils ont appelé à voter Hindenburg pour empêcher Hitler d'arriver au pouvoir, et lorsqu'Hindenburg a été élu, il a appelé Hitler au pouvoir. À ceux qui veulent me donner des leçons d'histoire, je réponds par d'autres leçons de l'histoire, non pas pour les affliger, mais pour les faire réfléchir. Il n'y a pas d'autre chemin que d'ouvrir une voie alternative, claire, franche devant le peuple français. Et il doit alors avoir confiance en celui qui leur parle. Je ne céderai jamais à aucune combine, à aucun arrangement, d'aucune sorte. Vous pouvez avoir confiance. Alors, que les choses soient claires. Il paraît qu'on doit avoir des discussions entre nous. Oui, oui, ayons des discussions. C'est indispensable. Faisons d'abord semblant. Mais mieux vaudrait qu'on se décide vite, car la bataille va être terrible. Il n'y aura pas de concession. Qui que ce soit, quel homme que ce soit, il sera toujours représenté, la barbe hirsute, la bouche ouverte, le poing crispé, des photographies de ses trous de nez, de ses dents, de sa queue de cheval, comme c'est le cas pour mon camarade Pablo Iglesias, comme c'est le cas dorénavant pour Tsipras, après avoir bénéficié de quelques photos plus sympathiques. Ne croyez pas que cela tienne à ma personne, cela tient au système. Le grand Jaurès était déjà caricaturé, Louise Michel, on la faisait déjà passer pour une folle. Et quant aux femmes, je préfère m'abstenir de vous décrire quel traitement elles subissent, car elles payent double dans ces batailles politiques. Voilà, mes camarades. La bataille est dure. Elle est âpre. J'ai lu que je me plaignais. Je ne me plains pas. J'ai eu l'honneur immense d'être le candidat commun du Front de gauche. J'ai eu l'honneur immense de marcher devant vous et de faire en sorte que 4 millions de nos concitoyens se rassemblent sous nos drapeaux rouges. Nous nous sommes retrouvés. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, mes chers camarades? Vous voulez recommencer la comédie de 2007? Vous avez envie à nouveau de vous éparpiller en groupuscules, candidatucules, qui, par chacun, blindés de bonnes raisons, d'excellentes raisons, d'être en compétition les uns avec les autres, en désespérant tout le monde? Ou bien est-ce que vous n'êtes pas, au contraire, prêts à faire la part des choses, savoir que personne n'est parfait, savoir que personne ne peut, d'un coup de dé ou d'un claquement de doigts, retourner une situation qui embrase le continent tout entier, sinon par une volonté implacable d'y parvenir? Non, nous ne sommes pas en 2007, nous ne partons pas de rien. Nous avons eu le Front de gauche, nous sommes ressortis des catacombes en 2012. Entre-temps, Podemos, Syriza ont fait leur percée, Amami a fait la sienne. Nous sommes plus forts, néanmoins, même si nos adversaires aussi ont gagné en force, nous avons gagné. Appuyons-nous sur cette force pour aller plus loin, construisant en additionnant et non pas en prenant ces mines de mijaurés qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi je pense que j'ai le droit de dire que ma responsabilité est singulière dans ce paysage, car j'ai été le candidat. Et je me dois à ceux qui, éventuellement, pourraient souhaiter que je le sois de nouveau. Et même ceux qui ne le souhaitent pas, mais qui voient en moi le dernier de ceux qui tiennent la flamme et le drapeau sur les ondes, avec mes camarades qui y passent, mais moi singulièrement, parce qu'ils ont voté pour moi. Oui, j'ai une responsabilité particulière, j'ai un devoir particulier, j'ai une obligation particulière. Je prie qu'on me laisse l'assumer avec dignité
et que l'on consacre son temps à autre chose qu'à vouloir démontrer qu'on peut faire mieux que moi, parce que ça, je le sais. Et je n'ai pas besoin qu'on me le prouve. Je demande qu'on me permette de faire ce travail, de maintenir groupés autant et aussi longtemps qu'il le faudra ceux qui auront demain à se grouper pour l'assaut final. J'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous partagez cette vision des choses. Après quoi, je vous dis ceci. Écoutez-moi les gens, on n'a jamais rien gagné sur un coup de com', ça n'existe pas. Ou alors, seulement les escrocs, les voyous, portés par le système qui, en dernière minute, trouve telle ou telle créature qu'il fait passer de dernier au sondage à premier, et ensuite les installe sur des trônes avec des tenues qui ne leur vont pas, et précipite les peuples dans des abîmes de bêtises et de renoncement. Il faut de la patience, il faut de l'opiniâtreté. Chacun d'entre nous est le vecteur principal de l'offensive citoyenne que nous lançons, parce que chacun d'entre nous peut convaincre. Et s'il ne convainc pas, au moins être la barrière contre la bêtise, le racisme, l'égoïsme, les absurdités qui pullulent autour de vous. Chacun d'entre nous le peut, le doit. Je connais mon devoir, et vous, mes camarades, vous connaissez le vôtre. Je dois finir. Je ne sais pas pourquoi, il y a une certaine agitation autour de moi. Peut-être est-ce le temps des cigarettes. Et je vais vous parler de cinéma. J'ai été frappé, comme beaucoup d'entre vous, que le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes soit allé à M. Lindon, qui a joué dans le film La loi du marché. Et la conclusion de mon discours sera comme à l'origine de nos travaux. Les êtres humains accèdent à la conscience de leur situation sociale et au devoir que celle-ci leur trace pour eux et pour leurs enfants, à travers le prisme de la culture. Hier, on a rappelé cette citation que faisait François de Karl Marx, en disant que les hommes, les femmes, les hommes, les êtres humains, font leur histoire, bien sûr par eux-mêmes, mais dans des conditions qui leur préexistent. C'est à travers les canaux de la culture dominante que souvent le futur se fraye un chemin et semble, au point de départ, porter les oripeaux du passé. De cette façon, nous attachons la plus grande importance à ne pas nous laisser dépouiller des hégémonies culturelles de notre patrie républicaine. Liberté, égalité, fraternité, qui marche avec le drapeau qui se termine dans sa pointe extrême par le rouge, sont des concepts hégémoniques en France, de la même manière que nous sommes le seul peuple au monde où quand quelqu'un n'est pas content de ce que fait son voisin, il lui dit « Ah, si tout le monde faisait comme ça !» Le monde serait beau, ce qui sous-entend que ce qui est bien, c'est seulement ce que tout le monde peut faire. Il y a un égalitarisme fondamental qu'a rappelé notre camarade Limvanok tout à l'heure, qui faisait un Gaulois tout à fait convaincant, en rappelant que nos origines tumultueuses sont sur la colline de Bibracte, où les masses confuses de tribus gauloises s'accordèrent sur Vercingétorix avant que la moitié à peine descendue soit partie pour aller ailleurs. Si nous sommes ce peuple tumultueux, c'est parce que nous sommes un peuple mélangé. Nous sommes un peuple qui sans cesse contient dans ses rangs des êtres, hommes et femmes neufs, qui viennent et bousculent les habitudes. En contribuant de toute leur intelligence et de toute leur énergie au développement commun, ils se feraient leur place, et alors les anciens blocs se disloquent, se réorganisent différemment. La gloire de la France, c'est d'être un pays de métissage. Et la République française est un pacte politique offert à l'humanité universelle. Dès lors, notre tâche politique est évidemment de tracer des chemins, de montrer des horizons, mais nous ne sommes pas les seuls et nous ne sommes pas les mieux équipés toujours pour mener la lutte fondamentale, celle qui modifie le rapport que chaque être humain a avec lui-même. Là, c'est œuvre de culture, de poésie, de littérature, de musique, de chansons. Que le Festival de Cannes ait accordé le prix de l'interprétation masculine à quelqu'un qui interprète le rôle d'un chômeur contraint d'accepter une macronade, c'est-à-dire un emploi qu'il n'a pas souhaité, pour faire un boulot qui ne correspond pas à sa qualification. Je ne veux pas retenir que le film soit occupé à dénoncer le chômage. Non, ce n'est pas cela dont je veux parler. M'adressant
aux acteurs, aux écrivains, aux chanteurs. Je leur dis, nous ne vous demandons pas de faire notre travail d'explication, d'élucidation, de proposition. Non, nous vous demandons, selon la magnifique formule du réseau Éducation sans frontières, donner des visages à des nombres, montrer que derrière ce chômeur, il y a une existence entière qui peut basculer dans le vide, montrer cet homme et cette femme qui ne sait pas écrire parce qu'on ne s'en est jamais soucié de le lui apprendre, parce qu'il y a 3,5 millions d'illettrés et d'analphabètes dans notre pays et qui, devant leurs enfants qui rentrent de l'école, ne savent que faire du cahier sur lequel ils doivent signer. Donner des visages au nombre, des noyés, des humiliés, des opprimés, des mendiants, des pauvres, des femmes exploitées, battues, violées, assassinées. Donnez des visages, chantez des chansons, faites entendre des musiques, c'est celle du monde. C'est pourquoi notre slogan, ce n'est pas seulement Podemos, ce qui signifie en espagnol « nous pouvons », comme l'avait si bien intitulé Jacques Généreux pour son livre. Non seulement podemos, no solamente podemos, pero también queremos. Est-ce decir que nous ne nous contentons pas de pouvoir, nous voulons. Et le mot en espagnol a une délicieuse ambiguïté. Queremos, c'est vouloir et c'est aimer. Et puisque j'ai commencé par nos délégations étrangères, puisqu'après Hama, je veux saluer toutes les résistances contre l'obscurantisme, je me tourne vers ceux qui spécialement souffrent de l'obscurantisme, c'est-à-dire les Iraniens. Et c'est pourquoi je vais citer, pour terminer, en lien avec ce que je viens de dire sur la place de la culture, un poète persan du XIIIe siècle, bien connu de vous, pour certains d'entre vous, Saadi. Il dit, ça c'est pour embêter Madame Le Pen, vous voyez, je pourrais citer des Français, hein. Non, je ne le fais pas. Saadi dit, les hommes, les êtres humains, forment un seul corps, car ils ont comme origine la même perle. Si un membre de ce corps souffre, les autres en seront affectés. Ô toi qui es indifférent au malheur des autres. Ô toi qui es indifférent au malheur des autres. Gramsci disait « Je hais les indifférents ». Ô toi qui es indifférent au malheur des autres, écrit Saadi, tu ne mérites pas qu'on t'appelle être humain. Mes camarades, j'ai dit une fois, je ne sais plus où, il est vrai que je parle beaucoup, que la prochaine fois, ce n'est pas moi qui ferai le discours de clôture du congrès du parti. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça m'est venu comme ça, je le dis. Alors, une raison est qu'on m'aura confié une autre tâche dans le parti, et l'autre, c'est que je pourrais bien être le président de la République et que donc je ne pourrais pas venir au congrès du parti de gauche. Je vous prie de m'en excuser d'avance.